Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Les réactions fusent après l'annonce du décès de la reine Elisabeth II. La monarque s'est éteinte ce 8 septembre à l'âge de 96 ans. Une nouvelle qui ne laisse pas de marbre les républiques africaines du Commonwealth. Le développement du numérique au Bénin pour renforcer les compétences du pays dans ce domaine. Le ministère de la Digitalisation et l'Alliance Smart Africa ont lancé une académie numérique nationale. Et puis coup de projecteur sur le collectif musical Anchored Sound en Afrique du Sud, un collectif dirigé par une certaine Ofentse Pitse. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, direction l'Éthiopie, où les autorités ont haussé le ton contre les Nations Unies. À l'heure où les hostilités ont repris au Tigré, la Commission des droits de l'homme de l'ONU a publié un nouveau rapport relatif à la situation sur le terrain. Un rapport dans lequel elle a notamment évoqué l'engagement de l'Érythrée dans ce conflit qui risque, je cite, de s'étendre à d'autres pays. Un document qui a suscité la consternation du ministre éthiopien des Affaires étrangères. Ce vendredi 9 septembre, il a fermement indiqué que les experts de la commission onusienne n'ont, je cite, aucune compétence ni aucune appréciation correcte du conflit déclenché par le TPLF en violation de la trêve humanitaire. Elle avait 96 ans, la reine Elisabeth II s'est éteinte ce jeudi 8 septembre dans sa résidence écossaise de Balmoral. Une nouvelle qui a suscité une vive émotion, non seulement au Royaume-Uni mais aussi au-delà des frontières. Plusieurs chefs d'État africains des pays membres du Commonwealth font saluer sa mémoire. Une pluie d'hommages qui en dit long sur la relation qu'elle a entretenue avec le continent. Gradiela Tchakounté. Un seul et même visage à la une des journaux du monde entier. La reine Elisabeth II n'est plus, The London Bridge is down, un monument qui s'effondre après 70 ans de règne hors du commun, marqué par un lien intime avec l'Afrique, décryptage. L'histoire d'Elisabeth II avec le continent est aussi longue que son règne. C'est en effet en terre africaine, et plus précisément au Kenya, qu'elle accède au trône en 1952, à la suite du décès de son père. S'en suivra pour Elisabeth II toute une vie consacrée à la fonction royale, avec sur le plan international une importance particulière accordée au Commonwealth. Le Commonwealth, une organisation intergouvernementale créée en 1949 pour conserver un lien entre le Royaume-Uni et ses anciennes colonies. Dans cette perspective, Elisabeth II réussit à nouer au fil des années d'étroites relations avec les chefs d'État des pays membres, et notamment africains. On se souvient particulièrement du soir de bal à Accra. Au cours d'un bal, accompagné aussi de réunions avant et après, mais elle a su convaincre et elle a dansé dans une danse qui est restée donc historique avec Kwame Nkrumah, le chantre du panafricanisme. C'est là où la diplomatie est extraordinaire parfois, donc dans des réunions, mais il y a des danses historiques qui permettent parfois d'affermir la paix, d'affermir donc aussi les relations pour qu'elles restent cordiales. Autre fait marquant en 1979, lors du 5e sommet des chefs de gouvernement du Commonwealth, organisé à Lusaka, les qualités de médiatrice de la reine se révèlent décisives dans l'amorce d'un règlement des conflits qui déchire alors la Rhodésie et l'oppose à ses voisins. Dans la foulée, elle préside la signature de la déclaration de Lusaka sur le racisme et condamne l'apartheid en Afrique du Sud, où elle ne remettra les pieds qu'en 1995 et se liera d'amitié avec Nelson Mandela, seul dirigeant mondial autorisé à appeler la reine par son prénom. J'ai rencontré Sa Majesté la Reine Elisabeth II lors de la dernière réunion du Commonwealth qui s'est tenue à Londres en 2018, où nous avons passé du temps à examiner les lettres que l'ancien président Nelson Mandela avait envoyées à la reine, et nous nous sommes souvenus du grand homme d'État que Sa Majesté respectait tant. Un respect que la reine accordait tout autant aux autres pays membres du Commonwealth. Ayant intégré l'organisation en 1995, le Cameroun a aussi pendant longtemps entretenu des rapports cordiaux avec la souveraine britannique.
Je m'incline devant la mémoire de cette illustre souveraine au destin exceptionnel, dont le règne a marqué la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle. Le décès de Sa Majesté Elisabeth II est douloureusement ressenti dans votre pays et affecte aussi le Commonwealth of Nations, du fait de sa nature unique et de son rôle emblématique au cours de l'histoire. L'Afrique et la reine, une histoire d'intérêt, mais aussi une histoire d'amour. Un amour réciproque selon le président gabonais Ali Bongo Ondimba. En 70 années de règne, Elisabeth II aura effectué 21 tournées dans le berceau de l'humanité. Et outre les présidents sud-africains et camerounais, le roi du Maroc, Mohamed VI, a lui aussi rendu hommage à la reine Elisabeth II. Dans un message adressé au roi Charles III, il a salué la mémoire, je cite, d'une grande amie spéciale du Maroc qui était profondément respectée. Dans l'actualité également, c'est la somme des petites rivières qui font de grands fleuves. Ce sont les mots prononcés par le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, à l'occasion de la journée de l'Union africaine célébrée ce 9 septembre. À cette occasion, l'ancien Premier ministre tchadien a adressé un message aux citoyens du continent et de la diaspora, un message dans lequel il a notamment fait un état des lieux de l'agenda 2063, programme qui vise à accélérer la croissance économique et le développement du continent. À ce propos, Moussa Faki Mahamat estime, je cite, que d'importantes réalisations ont été confirmées, entre autres par l'opérationnalisation fort avancée de la zone de libre-échange continentale africaine. Le président de la commission de l'UA a également mis l'accent sur deux priorités, la lutte contre le terrorisme et les effets néfastes du changement climatique. Dans l'actualité également, la Cour constitutionnelle a validé la réélection du président angolais João Lourenço. Ce 8 septembre, l'institution a rejeté le recours déposé par l'Union nationale pour la libération totale de l'Angola relatif aux résultats des élections du 24 août dernier. L'instance a indiqué que les preuves présentées, je cite, ne permettent pas de remettre en cause les résultats globaux. Résultats selon lesquels le mouvement populaire de libération de l'Angola est arrivé en tête avec 51,17% des suffrages. De son côté, l'unité a obtenu 43,95% des voix. Pour la juge présidente de la Cour constitutionnelle, Lorinda Cardoso, je cite, « La phase du contentieux électoral est terminée ». Je vous propose de l'écouter. La Haute Cour a décidé en séance plénière de rejeter les demandes des requérants et de déclarer valides les résultats électoraux définitifs. Cette juridiction est le dernier recours, conformément aux termes de l'article 6 de la loi organique sur les élections générales. La phase du contentieux électoral est donc terminée et le président de la République, João Lourenço, la vice-présidente Esperança Costa et les élus de l'Assemblée nationale devraient être investis dans leurs fonctions respectives. L'actualité, c'est aussi ce geste d'apaisement en Tunisie. À l'occasion de la rentrée scolaire, le chef de l'État, Kais Saied, a accordé une grâce présidentielle à 1621 détenus. Une première dans le pays. L'information a été divulguée ce 8 septembre par la présidence de la République. Le communiqué précise que parmi ces détenus, 293 bénéficieront d'une remise en liberté. Concernant les autres prisonniers, ils verront leur peine de prison être réduite. Miser sur le numérique pour favoriser le développement socio-économique du pays, c'est la stratégie adoptée par les autorités béninoises qui ont lancé en ce sens une académie numérique nationale, fruit d'un partenariat entre le ministère du numérique et de la digitalisation et l'alliance Smart Africa. La structure vise à renforcer les capacités du pays dans ce domaine. Reportage de notre correspondant Lefty Onouf. Le Bénin se dote de la plateforme Smart Africa Digital Academy SADA pour le développement des compétences numériques. Fruit du partenariat entre le ministère du numérique et de la digitalisation et l'Alliance Smart Africa, l'implémentation de Smart Africa Digital Academy SADA au Bénin vise la mise à l'échelle du renforcement des capacités des acteurs de l'écosystème du numérique. C'est un instrument qui va nous permettre de prendre de nouvelles initiatives, de renforcer les initiatives qui ont été déjà prises par la République du Bénin dans le cadre de son programme d'action du gouvernement et bien sûr d'ouvrir les perspectives sur d'autres domaines de coopération et de renforcement. Le Bénin prend aujourd'hui
Les devants, à travers la mise en œuvre de l'Académie numérique nationale Smart Africa, pour développer les compétences numériques plus que jamais nécessaires. SADA Bénin est là pour soutenir l'agenda visant à placer les compétences numériques au cœur du développement socio-économique actuel et futur de l'Afrique. Après la mise en œuvre du plan de digitalisation de l'administration publique, le gouvernement béninois s'investit dans l'exécution des programmes du développement des compétences numériques visant à former des acteurs de l'écosystème pour l'emploi. L'Académie numérique nationale Smart Africa va appuyer les initiatives déjà réalisées. Le MN étant un hub dans ce projet, va mettre en place un système qui permettra de former d'autres formateurs et ce qui permettra au gouvernement béninois de pouvoir atteindre son objectif, à savoir celui de former le plus grand nombre de personnes dans le domaine du numérique dans notre pays. A noter que la plateforme Smart Africa Digital Academy SADA Bénin est composée d'une série d'activités et d'initiatives axées sur les technologies émergentes. SADA concerne 5 domaines stratégiques d'intervention, notamment l'initiation aux technologies de l'information et de la communication pour tous, la spécialisation informatique et la formation avancée en informatique. Dans le reste de l'actualité, la levée d'une partie des restrictions anti-Covid en Zambie. Lors d'une conférence de presse organisée ce 8 septembre, la ministre de la Santé Sylvia Masebo a annoncé que les mesures restrictives relatives au port du masque obligatoire, au rassemblement ou encore à la distanciation sociale seront assouplies. Une directive qui reflète une certaine amélioration de la situation épidémiologique. La ministre précise en effet que durant le mois d'août, le taux de positivité est resté en dessous de la barre des 5%. Autre information donnée, une baisse des hospitalisations a été constatée. La ministre ajoute toutefois que le port du masque restera obligatoire dans certaines structures, dont les établissements de santé. Nous nous envolons à présent pour l'Afrique du Sud à la rencontre de Anchored Sound, un collectif musical original qui entremêle jazz et musique pop. À sa tête, Ofense Pitse, première femme noire à être le chef d'orchestre de son propre collectif musical. Les détails avec Karine Selvam. Elle danse tout en rythme aux côtés de ses musiciens et elle semble avoir la musique dans la peau. Ce visage radieux, c'est celui de Ofense Pitse, première femme noire à être chef d'orchestre de son propre collectif musical. À 30 ans, la jeune sud-africaine dirige son propre collectif musical composé uniquement de musiciens et choristes noirs. Je n'ai jamais vu un orchestre qui me ressemblait. Pourtant, je consomme beaucoup de musique orchestrale, du genre vos grands philharmoniques et toutes ces choses, vous voyez. Mais le problème est que je n'ai jamais vu quelque chose qui me ressemble. Alors je me suis dit, pourquoi ? Et parfois, quand on pose des questions, on est parfois la réponse à ces questions. Alors je me suis dit, laissez-moi apprendre à faire mieux qu'assez bien et à être capable de rassembler ce groupe. Et oui, de créer mon propre orchestre. C'est ainsi que Anchored Sound est né, un collectif musical mêlant le jazz à la pop saupoudré de sons symphoniques et qui n'est autre que le fruit de sa créativité et de sa passion pour la musique. Sa principale ambition est d'offrir la possibilité aux auditeurs de goûter à ce melting pot musical 100% sud-africain, un ravissement pour les oreilles des membres de l'audience. Ofense était incroyable sur scène. Son énergie, son talent se sont fait ressentir. Je veux dire que nous nous sommes tellement amusés. J'étais juste là dans les tribunes et nous nous nourrissions de son énergie. Même si elle nous tournait le dos, on pouvait sentir son énergie, la façon dont elle dirigeait l'orchestre, les choristes, les instruments. C'était incroyable. Incroyable, c'est le qualificatif qui lui est donné par les membres de l'audience. La reconnaissance du talent de la jeune femme semble unanime. D'ailleurs, son talent ne s'arrête pas qu'à la musique puisqu'elle est aussi architecte de profession. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.